Avez-vous déjà ressenti que certains lieux gardent en silence des histoires que personne n'ose vraiment raconter? En 1950, dans une petite commune rurale du Beaujolais, une femme traversait chaque semaine un champ de blé avec un bouquet de fleurs sauvages à la main. Pour les voisins, c'était simplement une habitude étrange, mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle revenait toujours au même point précis du sol. Un endroit sans croix, sans tombe, sans nom. Juste une pierre claire que seule elle semblait comprendre. 10 ans plus tôt, au tout début de la guerre, son mari avait disparu sans laisser de traces. Officiellement, il n'était ni vivant ni mort. Et pourtant, chaque année, elle déposait ses fleurs là, comme si elle parlait encore avec lui. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'une photo prise par hasard en 1950 allait ressurgir presque 25 ans plus tard, apportant une révélation capable de bouleverser toute la version que le village croyait connaître. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de réalités que beaucoup de familles ont vécues en silence. Et vous allez comprendre pourquoi cette simple pierre, perdue au milieu du blé, a changé le destin de 3 générations. Avant de commencer, si vous aimez les récits forts, humains et chargés de sens, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et dites-moi de quelle ville vous nous regardez. Votre soutien permet que ces histoires continuent d'exister. Regardez bien cette photographie. Regardez-la attentivement, parce que dans quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi une femme porte des fleurs à un endroit où il n'y a pas de tombe. Nous sommes en 1950, dans la région du Beaujolais, au centre-est de la France. L'image montre un champ de blé qui ondule sous le vent, un horizon bordé d'arbres bas et presque perdu au milieu de cette immensité dorée, une silhouette fragile. Une femme maigre, vêtue d'une robe sombre et d'un foulard noir sur la tête, tient un petit bouquet de fleurs sauvages. Des marguerites, des coquelicots, quelques épis cueillis en chemin. Elle ne regarde pas l'appareil photo. Elle ne sait même pas qu'on la photographie. Son regard est fixé sur un point précis du sol, là où une pierre claire, sans nom, sans croix, marque quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Cette femme s'appelle Hélène Delorme. Elle a 38 ans, et elle vient parler à un homme qui n'est jamais revenu. Mais pour comprendre ce que cette image cache vraiment, il faut remonter 10 ans en arrière. Il faut retourner à l'été 1940, quand le monde d'Hélène s'est effondré en une seule nuit. Paul Delorme était un homme simple. Paysan, fils de paysan, petit-fils de paysan. Il travaillait comme métayer sur ce même champ de blé, payant chaque année une partie de sa récolte à Monsieur Charon, le propriétaire qui vivait en ville et ne venait que pour collecter son dû. Paul n'avait jamais voyagé plus loin que Lyon. Il n'avait jamais lu de grands livres. Mais il savait faire pousser le blé comme personne, et il aimait Hélène d'un amour tranquille, sans grands mots. Il s'était marié en 1935, dans la petite église du village. Les registres paroissiaux de l'époque montrent que c'était un mariage modeste, sans grande cérémonie. Hélène portait une robe empruntée à sa sœur. Paul avait ciré ses seules chaussures 3 fois. Après la messe, ils avaient marché jusqu'au champ. Leur champ. Celui qu'ils espéraient acheter un jour avec le fruit de nombreuses récoltes. C'est là, près d'une pierre claire qui servait de repère pour aligner les sillons, que Paul avait fait sa demande. Pas de bague, pas de discours romantique, juste une question simple et un oui murmuré entre les épis. Pendant 5 ans, ils ont travaillé cette terre ensemble. Les archives météorologiques de la région montrent que les étés de 1936 à 1939 furent particulièrement favorables aux cultures. Le blé poussait bien, la vigne donnait du raisin sucré. Paul et Hélène commençaient à mettre de côté quelques francs, rêvant du jour où ils pourraient enfin dire que cette terre leur appartenait. Puis la guerre est arrivée. En juin 1940, Paul reçoit son ordre de mobilisation. Des milliers d'hommes comme lui sont appelés à défendre un pays qui va s'effondrer en quelques semaines. La veille de son départ, il emmène Hélène au point le plus haut du champ, là où se trouve la pierre claire. Le soleil se couche, le blé est presque mûr. Paul regarde sa femme et dit quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Il lui dit que si quelque chose lui arrive, il veut être rappelé ici. Pas dans un cimetière, pas sur une plaque de marbre. Ici, dans ce champ où tout a commencé pour eux.
Hélène ne pleure pas. Elle ne peut pas se le permettre. Elle hoche simplement la tête et serre sa main si fort que ses ongles laissent des marques. Le lendemain matin, Paul part par la route de terre. Il se retourne 3 fois pour regarder le champ. La 3e fois, Hélène ne le voit plus. Elle ne le reverra jamais. Les semaines passent, puis les mois. La France s'effondre, l'armistice est signé, les soldats commencent à rentrer. Chaque jour, Hélène guette la route de terre. Chaque jour, elle voit passer des hommes en uniforme sale qui ne sont pas Paul. En novembre 1940, elle reçoit une lettre officielle. 3 lignes tapées à la machine sur un papier gris. Paul Delorme, matricule 847293, porté disparu en service. Pas de corps, pas de lieu, pas d'explication. Juste 3 mots qui la condamnent à un purgatoire sans fin. Disparu en service. Ces 3 mots vont définir les 28 prochaines années de sa vie. Parce que disparu ne veut pas dire mort. Disparu veut dire peut-être mort, peut-être prisonnier, peut-être déserteur, peut-être quelque part. Disparu veut dire que vous n'avez pas le droit de faire votre deuil, parce qu'officiellement, il n'y a personne à pleurer. Et c'est là que commence la vraie histoire. Celle d'une femme qui va porter des fleurs à une pierre sans nom pendant près de 3 décennies. Celle d'une promesse faite au crépuscule et tenue dans le silence. Mais ce qu'Hélène ne sait pas encore, c'est que quelqu'un, quelque part, a un message pour elle. Un message qui mettra presque 20 ans à arriver. Les premières années après la disparition de Paul furent les plus difficiles. Hélène se retrouvait seule face à un champ qui exigeait le travail de 2 personnes, face à un propriétaire qui attendait sa part, face à un village qui ne savait pas comment la regarder. Elle n'était pas veuve. Les veuves avaient des droits, des pensions, un statut reconnu. Les veuves pouvaient s'asseoir au premier rang de l'église lors des messes commémoratives. Les veuves voyaient le nom de leur mari, gravé sur le monument aux morts de la place du village. Hélène n'avait rien de tout cela. Le nom de Paul n'apparaissait sur aucune liste officielle. Les registres militaires de l'époque classaient les disparus dans une catégorie à part, quelque part entre les vivants et les morts, dans une zone grise administrative qui laissait les familles sans réponse et sans reconnaissance. Chaque année, elle devait remplir un formulaire pour la maigre pension qu'on lui accordait. Et chaque année, elle devait cocher la case « Disparu », statut non confirmé. Sa main tremblait à chaque fois qu'elle tenait ce stylo. Le village aussi ne savait pas quoi faire d'elle. Certains étaient bienveillants. Le boulanger, Monsieur Garnier, lui gardait toujours le pain le plus frais. Le forgeron réparait ses outils sans demander d'argent. La veuve Marchand, qui avait perdu son fils à Dunkerque, lui apportait parfois de la soupe les soirs d'hiver, mais d'autres chuchotaient. Hélène entendait les murmures au marché, les conversations qui s'arrêtaient net quand elle approchait. Certaines femmes plus jeunes se demandaient tout haut si Paul n'était pas tout simplement parti, s'il n'avait pas trouvé une autre vie ailleurs, s'il n'avait pas choisi de ne pas revenir. Ces mots brûlaient plus que le gel de l'hiver 1947, cet hiver terrible où les températures sont descendues à -20 degrés, et où Hélène a passé 3 nuits sans dormir pour protéger ce qui restait de sa récolte. Les archives météorologiques de cette année-là témoignent d'un des hivers les plus rudes du siècle en France. Des milliers de paysans ont tout perdu. Hélène, par miracle et par obstination, a survécu. Monsieur Charon, le propriétaire, venait chaque automne collecter sa part. Il arrivait toujours en costume sombre, avec un petit carnet où il notait les chiffres. Il ne disait jamais bonjour en entrant. Il comptait les sacs de blé, calculait le pourcentage, et repartait sans un mot de plus. Mais depuis que Paul était parti, quelque chose avait changé dans son regard. Il observait Hélène avec une patience de vautour. Il lui faisait comprendre, par des phrases à peine voilées, qu'une femme seule ne pouvait pas tenir un champ indéfiniment, qu'il serait peut-être temps de penser à autre chose, qu'il connaissait des gens intéressés par ce terrain. Hélène refusait, toujours, poliment mais fermement. Ce champ était tout ce qui lui restait de Paul. Le vendre aurait été le tuer une 2e fois. Elle travaillait du lever au coucher du soleil. Ses mains, autrefois douces, se couvraient de crevasses et de callosités. Elle les cachait pendant les conversations, honteuse de ses mains de travailleur que certains disaient être des mains d'homme. Son dos la faisait souffrir chaque matin. Ses genoux enflèrent les soirs de pluie. Elle dormait mal.
se réveillant parfois au milieu de la nuit avec la certitude d'avoir entendu des pas sur la route de terre. Il y avait des nuits où la colère la submergeait, des nuits où, épuisée après 14 heures de labeur solitaire, elle en voulait à Paul. « Pourquoi es-tu parti? Pourquoi m'as-tu laissé seul? Pourquoi ne reviens-tu pas ?» Cette rage irrationnelle la terrifiait, et elle passait le reste de la nuit à pleurer de culpa, demandant pardon à un homme qui ne pouvait pas l'entendre. Elle enviait les autres veuves, celles qui avaient une tombe où pleurer, celles dont les maris étaient revenus dans un cercueil drapé du drapeau tricolore. Au moins, elle savait. Au moins, elle pouvait tourner la page. Elle était condamnée à attendre quelque chose qui ne viendrait jamais. Pourtant, malgré tout, elle tenait. Elle tenait parce qu'elle avait fait une promesse. Elle tenait parce que ce champ était le seul endroit où Paul existait encore. En 1948, un chien errant est apparu au bord du champ. Un bâtard au pelage fauve, maigre et méfiant. Hélène l'a nourri pendant 3 jours avant qu'il accepte de s'approcher. Elle l'a appelé Gustave, sans savoir pourquoi. Peut-être parce que c'était le prénom du père de Paul. Gustave est devenu son compagnon silencieux. Il l'accompagnait dans les champs, dormait au pied de son lit, aboyait quand quelqu'un approchait de la ferme. Pour la première fois depuis des années, il y avait un autre être vivant qui l'attendait le soir. Et puis, il y avait le rituel. Chaque année, à la date approximative du départ de Paul, Hélène cueillait des fleurs sauvages sur le chemin. Des marguerites, des coquelicots, quelques épis de blé. Elle traversait le champ jusqu'à la pierre claire, celle où ils avaient fait leur promesse. Et elle déposait son bouquet sur la terre. Ce n'était pas une tombe. Il n'y avait pas de corps dessous. Mais c'était le seul endroit où elle pouvait parler à Paul. Elle lui racontait la récolte, le temps qu'il avait fait, les nouvelles du village. Elle ne pleurait pas toujours. Parfois, elle restait simplement assise en silence, regardant le blé onduler comme il l'avait toujours fait. Personne ne comprenait vraiment ce rituel. Les villageois la voyaient traverser le champ avec ses fleurs et se demandaient pourquoi elle n'allait pas au cimetière comme tout le monde. Mais Hélène ne cherchait pas à expliquer. Ce qu'elle faisait n'appartenait qu'à elle et à Paul. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un dimanche de 1950, quelqu'un allait capturer ce moment pour toujours. En 1950, la petite école communale du village préparait un projet spécial. Madame Roussel, la jeune institutrice arrivée 2 ans plus tôt, voulait montrer aux enfants comment la vie rurale avait changé avant et après la guerre. Elle avait lu des articles sur la pédagogie active et croyait que les images valaient mieux que les longs discours. Elle a demandé à Jean-Pierre Moreau, 14 ans, l'un de ses élèves les plus appliqués, d'emprunter le vieil appareil photo de son oncle et de capturer des scènes de la vie des champs. Jean-Pierre était un garçon timide, plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais il avait un œil. Il remarquait des choses que les autres ne voyaient pas. Ce dimanche-là, il a parcouru les environs du village avec l'appareil en bandoulière. Il a photographié des bœufs dans un pré, des garçons qui pêchaient dans le ruisseau, des hommes qui taillaient les vignes, des images simples de la vie quotidienne. Puis il est arrivé près du champ de blé des Delorme. Il a d'abord vu le blé, une mer dorée qui ondulait sous le vent de juin, si belle qu'il a failli prendre une photo juste pour ça. Mais ensuite, il a remarqué quelque chose d'autre. Une silhouette sombre au milieu de tout cet or, une femme qui marchait lentement, un bouquet de fleurs à la main. Jean-Pierre s'est arrêté derrière un arbre. Il ne voulait pas déranger, mais il ne pouvait pas détourner le regard non plus. Il y avait quelque chose dans la façon dont cette femme se déplaçait, une lenteur qui n'avait rien à voir avec la fatigue, un soin, une attention, comme si chaque pas comptait. Il l'a regardée s'agenouiller devant une pierre claire, presque invisible dans les sillons. Il l'a regardée déposer son bouquet avec une délicatesse infinie. Il l'a regardée rester là, immobile, la tête baissée, comme en prière. Jean-Pierre ne connaissait pas l'histoire d'Hélène Delorme. Il savait seulement que c'était la femme qui portait toujours du noir, celle dont le mari n'était jamais revenu de la guerre. Mais en cet instant, il a compris qu'il se passait quelque chose de plus grand que ce qu'il pouvait nommer. Instinctivement, il a levé l'appareil. Il a cadré la scène.
Le champ immense, le ciel pâle, et cette silhouette minuscule courbée devant une pierre que personne d'autre ne remarquerait. Un seul déclic. Une seule image. Hélène n'a rien entendu. Elle était ailleurs, dans une conversation silencieuse avec un homme qu'elle n'avait pas vu depuis 10 ans. Elle lui racontait que la récolte s'annonçait bonne cette année, que M. Charon avait encore augmenté ses exigences, mais qu'elle tiendrait. Que Gustave, le chien, l'aidait à ne pas devenir folle de solitude. Elle lui a dit aussi qu'elle était fatiguée, que son corps vieillissait plus vite que son âge, que parfois, la nuit, elle rêvait qu'il poussait la porte de la ferme et qu'il disait simplement « Je suis rentré ». Elle se réveillait toujours avant de voir son visage. Elle lui a demandé, comme elle le faisait chaque année, de lui donner un signe. N'importe quoi. Un rêve plus clair, une sensation, quelque chose qui lui dirait qu'il était bien là, quelque part. Mais le signe ne venait jamais. Il n'y avait que le vent dans le blé et le silence qui suivait. Quand elle s'est relevée, Jean-Pierre avait disparu. Il était déjà loin, le cœur battant, sans vraiment comprendre pourquoi cette scène l'avait tant troublé. La photo a été développée quelques jours plus tard. Jean-Pierre l'a regardée longtemps avant de la joindre aux autres. Elle était différente. Les photos de bœufs et de pêcheurs montraient des scènes joyeuses, pleines de vie. Celle-ci montrait autre chose. Une solitude si profonde qu'elle semblait déborder du cadre. Madame Roussel a affiché toutes les photos sur un panneau dans la salle de classe. Les enfants passaient devant, commentaient, riaient des images d'animaux, essayaient de reconnaître les visages. Quand ils arrivaient à celle d'Hélène, ils se taisaient un instant. « C'est la dame qui est toujours en noir », a dit une petite fille. « Pourquoi elle met des fleurs là? C'est pas un cimetière », a demandé un garçon. Personne n'avait de réponse. La légende sous la photo disait simplement « Champ de blé, 1950 ». L'énigme restait suspendue dans l'air. Les années ont passé. La photo est restée dans une boîte, oubliée parmi d'autres souvenirs de l'école. Jean-Pierre a grandi, a quitté le village pour faire ses études, est revenu travailler à la mairie. Hélène a continué son rituel, année après année, portant ses fleurs à la pierre claire tandis que son corps s'usait un peu plus à chaque saison. Elle a eu 50 ans, puis 55. Ses cheveux sont devenus gris sous le foulard noir. Ses pas se sont faits plus lents dans le champ. Mais elle n'a jamais manqué un seul anniversaire, pas une seule année sans fleurs sur cette pierre. Le village s'était habitué à elle. On ne chuchotait plus vraiment. On la saluait poliment, on lui achetait des légumes quand elle en avait à vendre, on l'invitait parfois aux fêtes de la moisson même si elle restait toujours dans un coin, silencieuse. Claire, sa petite nièce, venait la voir pendant les vacances d'été. C'était la fille du fils de sa sœur, une enfant curieuse qui posait beaucoup de questions. Hélène l'aimait, à sa façon maladroite. Elle ne savait plus comment montrer de l'affection. Des années de solitude l'avaient rendue raide, incapable de serrer quelqu'un dans ses bras sans se sentir mal à l'aise. Claire ne comprenait pas pourquoi sa grand-tante allait soigner les plantes du champ avec un bouquet de fleurs. Elle posait des questions, mais Hélène changeait de sujet. Certaines histoires étaient trop lourdes pour les épaules d'une enfant. Ce qu'Hélène ne savait pas, c'est que la réponse qu'elle attendait depuis si longtemps allait enfin arriver. Pas sous la forme d'un signe mystique ou d'un rêve prophétique, mais sous la forme d'un homme fatigué, assis dans le café du village, qui allait prononcer le nom de Paul Delorme pour la première fois en presque 20 ans. C'était à la fin des années 50. Hélène avait maintenant 46 ans et portait sur son visage les traces de presque 2 décennies de labeur solitaire. Ce matin-là, elle travaillait dans le champ comme tous les autres jours, arrachant les mauvaises herbes entre les rangées de blé, quand elle a vu un homme marcher vers elle sur le chemin de terre. Elle ne le connaissait pas. Il portait un costume usé, un chapeau à la main, et marchait avec la démarche hésitante de quelqu'un qui n'est pas sûr d'être au bon endroit. Hélène s'est redressée, méfiante. Des années de solitude l'avaient rendue soupçonneuse envers les étrangers. L'homme s'est arrêté à quelques mètres d'elle. Il a enlevé son chapeau, l'a tenu contre sa poitrine et a dit d'une voix calme « Madame Delorme ?» Elle a hoché la tête sans répondre. « Je m'appelle Maurice Blanchard. Je suis venu voir mon cousin au village. Hier soir, au café, quelqu'un a mentionné votre nom.
et celui de votre mari. Hélène a senti son cœur s'arrêter. Personne ne parlait plus de Paul, plus depuis des années. Son nom était devenu un fantôme que tout le monde évitait de prononcer. « J'ai servi dans la même unité que lui », a continué Maurice. « J'étais là quand il a été blessé. Le monde s'est arrêté de tourner. Hélène ne se souvient pas exactement de ce qui s'est passé ensuite. Elle sait qu'elle a lâché son outil. Elle sait qu'elle s'est approchée de cet homme comme on s'approche d'un mirage, avec la peur qu'il disparaisse si on avance trop vite. Maurice lui a raconté, pas une histoire de gloire militaire, pas un récit héroïque comme ceux qu'on entendait dans les cérémonies officielles. Juste la vérité, simple et terrible. C'était pendant la retraite de juin 1940. Le chaos total. Les routes étaient encombrées de civils qui fuyaient, de soldats débandés, de véhicules abandonnés. L'unité de Paul avait reçu l'ordre de couvrir l'évacuation d'un groupe de familles coincées sur une route bombardée. Paul n'avait pas hésité. Il avait aidé à porter des enfants, à soutenir des vieillards, à pousser des charrettes hors du chemin. Et puis il y avait eu l'explosion. Un obus, peut-être une bombe. Maurice ne savait plus exactement. Il se souvenait seulement de la poussière, du bruit, et de Paul allongé sur le bord de la route, le flanc en sang. Les brancardiers l'avaient pris. Maurice avait essayé de rester avec lui, mais les ordres étaient de continuer à avancer. Avant qu'on les sépare, Paul avait attrapé le bras de Maurice. Sa main était faible, mais sa voix était claire. « Dis à Hélène qu'elle ne laisse pas le champ mourir. » Ce furent ses dernières paroles. Maurice n'avait jamais revu Paul après cela. Il avait appris plus tard qu'il n'avait pas survécu au transport vers l'hôpital de campagne. Mais dans le chaos de la défaite, personne n'avait pu transmettre le message. Le village était trop loin, les communications coupées, et Maurice lui-même avait été fait prisonnier quelques jours plus tard. Il avait passé 4 ans dans un camp en Allemagne. Quand il était revenu, il avait essayé de retrouver la famille de Paul. Mais il ne connaissait pas le nom du village, juste que c'était quelque part dans le Beaujolais. Il avait fini par abandonner, convaincu que quelqu'un d'autre avait dû transmettre le message. Personne ne l'avait fait. Hélène écoutait sans bouger. Elle ne pleurait pas, elle ne pouvait pas. Quelque chose en elle s'était figé, comme le blé quand le vent tombe soudainement. Quand Maurice a fini de parler, il y a eu un long silence. Puis Hélène a posé la seule question qui comptait. Est-ce qu'il a beaucoup souffert ? Maurice a répondu honnêtement. Je ne sais pas, madame, mais je sais qu'il pensait à vous. Jusqu'à la fin, il pensait à vous et à ce chant. Hélène a hoché la tête lentement. Elle a remercié Maurice d'une voix qui ne tremblait pas. Elle lui a serré la main. Elle l'a regardé repartir par le chemin de terre, sa silhouette diminuant jusqu'à disparaître au tournant. Et puis, elle est restée seule. Elle ne sait pas combien de temps elle est restée debout au milieu du champ. Peut-être quelques minutes, peut-être 1 heure. Le soleil a bougé dans le ciel. Gustave, le vieux chien, est venu s'asseoir à ses pieds, sentant que quelque chose n'allait pas. Finalement, Hélène s'est mise à marcher. Pas vers la ferme, vers la pierre claire. Pour la première fois en presque 20 ans, elle y allait les mains vides. Pas de fleurs, pas de bouquet préparé avec soin. Juste elle-même avec cette phrase qui tournait dans sa tête comme un écho sans fin. Dis à Hélène qu'elle ne laisse pas le champ mourir. Elle s'est agenouillée devant la pierre. Elle a posé ses mains sur la terre, ses mains crevassées et calleuses qui avaient travaillé ce sol pendant tant d'années. Et pour la première fois depuis qu'elle avait reçu cette lettre officielle en novembre 1940, elle a parlé à Paul à voix haute. « Je n'ai pas laissé le champ mourir, Paul. Je n'ai pas laissé le champ mourir. » Et là, enfin les larmes sont venues. Tout ce qu'elle avait retenu pendant des années, toute la douleur, toute la solitude, tout le doute. Elle a pleuré comme elle n'avait jamais pleuré, le visage contre la terre, le corps secoué de sanglots qu'elle ne cherchait plus à contrôler. Elle pleurait de tristesse, oui, mais aussi de soulagement, parce que maintenant elle savait. Paul ne l'avait pas abandonnée, Paul ne l'avait pas oubliée. Dans son dernier souffle, c'est à elle qu'il avait pensé, à elle et à cette promesse faite au crépuscule, près de cette même pierre, une éternité plus tôt. Le rituel n'avait pas été vain. Elle n'avait pas parlé dans le vide pendant toutes ces années. D'une certaine façon, par-delà la mort et le temps, ils avaient tenu leur promesse ensemble.
Le soleil se couchait quand elle s'est enfin relevée. Le blé brillait d'or et de rose dans la lumière du soir. Et pour la première fois depuis très longtemps, Hélène Delorme a souri. Après la visite de Maurice, quelque chose a changé dans la façon dont Hélène portait ses fleurs à la pierre. Ce n'était plus une supplication. Ce n'était plus un appel désespéré vers un homme qui ne pouvait pas répondre. C'était devenu une réponse, une conversation continuée. La récolte a été bonne cette année, Paul. Tu serais fier. Monsieur Charon a finalement accepté de baisser sa part. Je crois qu'il se fait vieux, lui aussi. Claire grandit vite, elle te ressemble un peu, tu sais. Elle a cette façon de regarder le ciel quand elle réfléchit. Les années ont continué à passer. Hélène a eu 60 ans, puis 65. Son corps, usé par des décennies de travail, ralentissait chaque année un peu plus. Mais elle n'a jamais cessé de venir. Même quand ses genoux la faisaient souffrir. Même quand il lui fallait s'appuyer sur une canne pour traverser le champ. En 1968, Hélène Delorme s'est éteinte doucement, dans son lit, à 56 ans. Le médecin du village a parlé d'une défaillance cardiaque, mais ceux qui la connaissaient savaient que son cœur s'était simplement fatigué de battre seul pendant si longtemps. Elle a été enterrée au cimetière du village, dans une tombe modeste. Mais dans son testament, elle avait laissé une demande inhabituelle. Elle voulait qu'on grave sur sa pierre non pas une épitaphe religieuse, mais simplement ces mots. « Je n'ai pas laissé le champ mourir ». Personne au village ne comprenait vraiment ce que cela signifiait. Sauf peut-être Claire, qui avait maintenant 23 ans, et qui avait hérité du droit de continuer le bail du champ. Elle se souvenait de sa grand-tante partant avec son bouquet de fleurs, de ces après-midi d'été où elle la regardait disparaître entre les épis dorés. Elle n'avait jamais posé les bonnes questions. Maintenant, il était trop tard, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. En 1974, Jean-Pierre Moreau, l'ancien élève timide qui avait pris cette photo tant d'années auparavant, travaillait maintenant à la mairie du village. Il avait 38 ans, une femme, 2 enfants, et une passion pour l'histoire locale qui ne l'avait jamais quitté. Cette année-là, le conseil municipal a décidé d'organiser une petite exposition sur l'histoire du village. Rien de grandiose. Juste quelques panneaux dans la salle des fêtes, avec des photos anciennes et des témoignages d'anciens habitants. Jean-Pierre a été chargé de rassembler les documents. Il a passé des semaines à fouiller dans les archives de la mairie, dans les greniers des familles qui voulaient bien prêter leurs souvenirs, dans les boîtes oubliées de l'école communale. C'est là qu'il a retrouvé la photo. Elle était au fond d'une caisse en carton, coincée entre des images de la fête de la moisson de 1951 et un portrait de groupe des écoliers de 1949. En la voyant, Jean-Pierre a senti quelque chose remuer dans sa mémoire. Cette silhouette sombre au milieu du blé, cette pierre claire, ce bouquet de fleurs. Il se souvenait maintenant. Il se souvenait de ce dimanche de 1950, de cette femme qui ne savait pas qu'on la regardait, de ce déclic qu'il avait presque honte d'avoir fait. Il se souvenait du malaise qu'il avait ressenti en regardant l'image développée. Mais maintenant, il comprenait. Maintenant, il connaissait l'histoire d'Hélène Delorme. Tout le village la connaissait, d'une certaine façon. La femme qui avait attendu un homme qui ne reviendrait jamais. La femme qui portait des fleurs à un champ au lieu d'un cimetière. Jean-Pierre a cherché Claire. Il l'a trouvée un samedi matin travaillant dans le champ que sa grand-tante lui avait confié. Le champ avait changé. Il faisait maintenant partie d'une coopérative agricole, comme beaucoup d'autres dans la région. Mais la pierre claire était toujours là, presque engloutie par le temps, mais toujours visible si on savait où regarder. Il lui a montré la photo. Claire l'a regardée longtemps, en silence. Ses yeux se sont remplis de larmes qu'elle n'a pas essayé de cacher. « Je ne savais pas », a-t-elle murmuré. « Je ne savais pas vraiment pourquoi elle allait là-bas. » Jean-Pierre lui a raconté ce qu'il savait, et Claire lui a raconté ce qu'elle avait appris après la mort d'Hélène, en lisant les quelques lettres qu'elle avait gardées, en parlant avec les anciens du village qui se souvenaient de Paul. Ensemble, ils ont décidé d'exposer la photo. Mais pas avec une simple légende comme « Champ de blé, 1950 ». Cette fois, l'image porterait les mots qu'Hélène méritait. Hélène Delorme, 1912-1968. Pendant 28 ans, elle a porté des fleurs à cet endroit pour l'homme qui n'est jamais revenu de la guerre. Ici, il n'y a pas de pierre tombale,
Il y a la foi, le travail et l'amour qui ont résisté à l'absence. Le jour de l'inauguration, Claire est restée longtemps devant la photo. Les visiteurs passaient, lisaient la légende, hochaient la tête avec respect. Certains essuyaient discrètement une larme. D'autres restaient silencieux, perdus dans leurs propres souvenirs de ceux qu'ils avaient perdus. Après la fermeture, Claire a demandé à Jean-Pierre si elle pouvait garder l'original de la photo. Il a accepté sans hésiter. Certaines images n'appartiennent pas aux archives publiques. Elles appartiennent à ceux qui peuvent les comprendre. Le lendemain matin, Claire est allée au champ. Elle avait cueilli des fleurs sur le chemin, comme sa grand-tante le faisait. Des marguerites, des coquelicots, quelques épis de blé arrachés au bord du sentier. Elle a marché jusqu'à la pierre claire. Quelqu'un, probablement Jean-Pierre, avait placé à côté une petite plaque de bois avec 2 mots gravés. Pour Paul. Claire s'est agenouillée. Elle a déposé son bouquet exactement là où Hélène le déposait autrefois. Et pour la première fois, elle a compris. Elle ne pleurait pas pour Paul qu'elle n'avait jamais connu. Elle ne pleurait pas vraiment pour Hélène non plus. Elle pleurait pour quelque chose de plus grand. Pour toutes ces promesses tenues dans le silence. Pour tous ces amours qui survivent à la mort. Pour tous ces gestes répétés, année après année, que personne ne voit, mais qui donnent un sens à tout le reste. Le vent s'est levé, faisant onduler le blé comme il l'avait toujours fait. Claire a fermé les yeux et, pendant un instant, elle a cru entendre 2 voix mêlées dans le bruissement des épis. Une voix d'homme et une voix de femme, enfin réunies après tant d'années de silence. Aujourd'hui, la photo originale est accrochée dans le salon de Claire, au-dessus de la cheminée de la vieille ferme qu'Hélène n'a jamais voulu quitter. Ses enfants, qui ont grandi en entendant cette histoire, savent ce qu'elle représente. Et chaque année, à la date où Paul est parti, quelqu'un de la famille porte encore des fleurs à la pierre claire, parce que l'amour, parfois, ne laisse pas de grands monuments. Il laisse seulement un chemin répété, année après année, vers un point de terre que presque personne ne remarque. Mais quand quelqu'un finit par demander pourquoi, ce chemin devient une histoire. Et ce qui n'était que douleur devient un héritage. Hélène Delorme n'a jamais su que sa photo existait. Elle n'a jamais su qu'un garçon de 14 ans avait capturé le moment le plus intime de sa vie. Mais d'une certaine façon, c'est peut-être mieux ainsi. Elle n'avait pas besoin que le monde voie ce qu'elle faisait. Elle avait seulement besoin de le faire. Et elle l'a fait. Chaque année, jusqu'à la fin. Parfois, les histoires les plus silencieuses nous rappellent que l'amour ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on protège, saison après saison, même lorsque personne ne regarde. L'histoire d'Hélène nous montre qu'une promesse tenue peut devenir la seule boussole dans un monde brisé. Et, même si cette narration est fictionnelle, elle reflète des vérités humaines que beaucoup reconnaîtraient dans leur propre famille. Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous fait ressentir? Avez-vous déjà hérité d'un geste, d'un rituel, ou d'une mémoire que quelqu'un a répété toute sa vie sans jamais l'expliquer? Quel est, pour vous, le lieu où l'absence parle plus fort que les mots? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez le mot « héritage » dans les commentaires, pour montrer que vous portez aussi en vous quelque chose qui vient d'avant. Dites-nous également de quelle ville vous nous écoutez. Et, si vous en avez envie, partagez une histoire ancienne de vos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. Ces fragments de passé pourraient inspirer de nouveaux récits pour ce canal. Merci d'avance pour votre confiance et votre sensibilité. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche et de la partager si elle vous a touché. Et si vous souhaitez continuer ce voyage à travers les histoires qui nous façonnent, cliquez sur la vidéo recommandée qui apparaît maintenant à l'écran. Merci d'être là.